Alors, comme vous le savez, il est de bon ton de remercier aussi les personnes qui vous invitent. Donc, je vais commencer donc cette causette par un remerciement à Lise Gutmann et au Centre communautaire pour l'invitation de ce soir, qui va nous permettre de présenter en duo. Et je suis sûr qu'avec Denis, on est des complices de longue date. Ça va se passer comme sur des roulettes. De vous parler de cette musique klezmer. Donc le thème de cette table ronde, conférence, je ne sais pas exactement comment l'appeler, c'est évidemment le klezmer et son renouveau. Pour la partie, je dirais, sur le klezmer lui-même, il me semble toujours important de parler, de remonter le temps, de faire ensemble un voyage musical qui va nous emmener aux origines de cette musique. Et ce voyage sera illustré, bien sûr, par de nombreux exemples audio et de nombreux exemples audiovisuels également. Donc c'est pour ça que de temps en temps, ne vous inquiétez pas, vous serez plongés dans le noir et nous remonterons le temps dans cet univers de la musique klezmer. C'est important de replacer la musique dans son contexte. Une musique ne naît jamais du néant. En fait, elle est totalement attachée à un contexte de production. Et s'il y a bien un événement marquant, c'est que cette musique klezmer, on le verra, se rattache à un contexte très très précis de production, lié aux fêtes et notamment au mariage. Et aujourd'hui, on a une pratique qui est le plus souvent décontextualisée. Et ça, on en parlera dans la seconde partie de cet exposé. Ce que j'aimerais dire, c'est que dans un premier temps, nous allons donc remonter quelques siècles en arrière. Dans un second temps, donc, nous parlerons des pratiques actuelles du klezmer, entre fidélité au passé et renouveau nécessaire. Autrement dit, comment aujourd'hui les musiciens, les jeunes musiciens, jeunes et moins jeunes, se situent par rapport à cet héritage. Et j'emploie le terme héritage à dessein puisque j'en parlerai, on n'est plus dans une musique de tradition, mais une musique d'héritage. Et on verra ce que ça veut dire. Et c'est à ce titre que la présence de Denis nous est extrêmement précieuse, puisqu'il nous fera partager, j'en suis sûr, son expérience de musicien, de créateur, et son approche de la musique klezmer, comment il a pénétré ce répertoire et il l'a renouvelé, à travers non seulement, bien sûr, ses questionnements et probablement ses doutes. On pourra toucher au plus près la création klezmer d'aujourd'hui. Donc nous allons commencer ce voyage, et pour commencer, d'abord... tout simplement peut-être un... Je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais le micro me gêne plus qu'autre chose. Est-ce qu'on on entend bien, mais si là je me passe du micro, je recule un peu? Non, ça va. Bon, on va le garder. Ok. Donc tout simplement déjà une petite définition du terme klezmer. Le klezmer, c'est donc avant tout la musique instrumentale que les musiciens juifs itinérants colportaient de fête en fête, de shtetl en shtetl, dans l'Europe centrale et orientale, depuis le Moyen-Âge jusqu'aux persécutions nazies et staliniennes du XXe siècle. Et comme la plupart des musiques juives, et c'est à ce titre-là qu'on parle toujours, enfin en tout cas je parle toujours de musique juive au pluriel et jamais au singulier, le klezmer est une musique de l'exil qui est fortement marquée par son environnement géographique et culturel. Et cette musique s'inspire aussi bien des chants profanes et des danses populaires d'Europe orientale que des prières synagogales et des nigunim, ces mélodies mystiques par lesquelles les chassidim, ce courant mystique, tentent d'approcher Dieu dans une sorte d'extase. Et la musique klezmer empruntait aux uns et aux autres, engendrant ainsi une pratique particulièrement riche et diversifiée. Et cette pratique qui n'a cessé d'évoluer dans le temps et dans l'espace, et qui, depuis près de 40 ans, maintenant, aujourd'hui, provoque un regain d'intérêt dans le monde entier. Et donc, si on veut comprendre comment ce courant klezmer est né, comment il a évolué, donc nous allons repartir en arrière. Tout d'abord, comme je l'ai dit, le klezmer, c'est la musique d'Europe centrale, d'Europe orientale. Le terme lui-même klezmer dérive de l'hébreu. Clé, zemer, ça signifie clé, instrument, outil. Zemer, c'est le chant. Donc, le klezmer, c'est l'outil, l'instrument du chant. Et c'est en fait dans un manuscrit du XVIe siècle que ce terme désigne pour la première fois le musicien et non plus l'instrument. Et c'est un terme particulièrement péjoratif. En fait, il désigne un criminel, un voleur. Et on le trouve mentionné de part et d'autre, mais c'est surtout en 1938 qu'il est nommément écrit dans le livre du célèbre musicologue Moshe Beregovsky. Et ce terme, donc klezmer, s'oppose à l'époque au terme musikant. Et klezmer, à l'inverse de musikant, qualifie un musicien sans formation, incapable de lire les notes et jouant d'oreille une musique très populaire. Alors que le musikant est le musicien
évolué, qui a appris la musique, qui sait parfaitement déchiffrer des partitions. Et c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui, on encense ce terme, les klezmer, c'est un terme d'une noblesse infinie. Il faut voir qu'il y a encore même pas 70-80 ans, c'était vraiment un terme très très péjoratif. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'interviewer des personnes déjà âgées aujourd'hui qui ont disparu. Je pense notamment au chanteur qui était d'origine polonaise, Szalom Berlinski, et qui donc est né en Pologne en 1918. Il se rappelle que dans les années 20 et les années 30, d'abord il n'y avait pas de terme bien défini pour désigner les instrumentistes qui jouaient pour les mariages. Et lui-même dit, je le cite, le terme klezmer était péjoratif, il désignait un pauvre type qui jouait de la musique vulgaire et peu évoluée. Et il dit, et toujours je le cite, lorsque ces musiciens jouaient, chacun ajoutait de l'harmonie, ce qui lui passait dans la tête, selon son talent, selon sa inspiration. Alors aujourd'hui, évidemment, le terme est plutôt élogieux, et il qualifie la musique juive traditionnelle instrumentale d'Europe de l'Est, mais il a tendance même à s'étendre au-delà de cette musique instrumentale, et tous ses dérivés plus contemporains. En fait, d'une façon générale et antinomique, le klezmer désigne la musique instrumentale profane des juifs ashkénazes, en opposition à la musique religieuse chantée qu'on appelle chazanout. C'est ainsi que le klezmer s'oppose au chantre, ou au chazan, mais tout au moins en apparence, car pendant des siècles, ces deux personnages ont été des éléments incontournables de la vie juive en diaspora. Et le fossé entre musique religieuse et musique profane était en fait souvent factice. En fait, on le sait très bien que beaucoup de mélodies liturgiques actuelles puisent leurs racines dans les musiques profanes, et inversement. De la même façon, on a souvent opposé chant et instruments, et cette opposition très marquée, notamment de la part des autorités rabbiniques, qui ont toujours considéré que l'usage des instruments devait être extrêmement limité, et que la voix prévalait. Et ça, c'est un fait déjà ancien, puisque même dans les écrits bibliques, la composition, par exemple, de la musique au temple de Salomon, il est mentionné que les Lévites chantent, et seuls les Lévites ont le droit de chanter. Par contre, les instrumentistes peuvent être des non-Lévites. Ce qui montre bien que il faut être déjà de la caste entre guillemets supérieure pour chanter, et que tous ceux qui ne sont pas de cette caste, donc d'une caste inférieure, peuvent à la limite jouer de l'instrument. Ça montre bien la prédominance du chant sur l'instrument. Et ça, c'est resté ancré pendant très longtemps dans la vie juive, notamment au niveau donc, des jugements rabbiniques, qui ont très tôt interdit l'usage des instruments de musique ou limité sévèrement. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, dans cette musique liturgique, vous le savez, il ne reste qu'un seul instrument, c'est le shofar. Et encore, cet instrument, on a du mal à le qualifier d'instrument, tant son jeu est limité. C'est plus un référence symbolique, comme vous le savez, référence symbolique au sacrifice d'Isaac, puisque c'est la corne de bélier, c'est toute l'alliance du peuple d'Israël avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on sonne cet instrument à Rosh Hashanah ou Kippour. Mais c'est probablement au Moyen-Âge que les instruments de musique ont été réintroduits progressivement dans les fêtes religieuses, comme Purim, on y était il n'y a pas longtemps, ou Simchat Torah, la fête de la Torah, à l'imitation de ce qui se faisait pour les mariages ou les circoncisions, où la musique était tolérée. Et de fait, on trouve dès l'Antiquité mention de musiciens itinérants juifs qui suivaient les légions romaines. Donc vous voyez que ce n'est pas un phénomène récent. De tout temps, il y a eu des musiciens, des musiciens itinérants, ces ancêtres des klezmer. En effet, de nombreux juifs expulsés de leur pays avaient rejoint cette classe universelle des saltimbanques et autres amuseurs. Et ce mouvement a continué durant tout le Moyen-Âge. Et on trouve plusieurs noms de troubadours, trouvères, ou Minnesänger, c'est-à-dire c'est justement du côté du Rhin, des noms juifs. Et ces musiciens, évidemment, qui avaient un statut très bas, puisque, comme la plupart de ces amuseurs, ne pouvaient pas être pris en charge par leur communauté. Et donc, pour subvenir à leurs besoins, ils exerçaient, ces musiciens juifs, leur art devant un public indifféremment juif ou non juif. Et très paradoxalement, leur statut inférieur leur garantissait une certaine forme d'indulgence, à laquelle parfois leurs coreligionnaires n'avaient même pas le droit.
Et ces ménestrels ou ces jongleurs juifs jouaient donc, comme je l'ai dit, le même répertoire que leurs collègues non juifs, un répertoire principalement composé de chants, de morceaux instrumentaux, mais aussi la récitation de longues épopées lyriques et épiques et divers types de poésie. Et donc au XIIIe siècle, on trouve mention donc, de ces troubadours provençaux, trouvères ou Minnesänger. Parmi eux, je mentionnerai juste un nom, celui de Susskind von Trimberg, qui, on a encore ces textes, chante dans ses chansons la misère liée au statut de musicien juif. Et ce qui se passait en fait, c'est que ces musiciens, ces troubadours, trouvères ou Minnesänger juifs, lorsqu'ils jouaient devant un public juif, ils adaptaient leur répertoire, bien évidemment, comme ça se faisait. C'est-à-dire qu'ils ajoutaient quelques sujets bibliques, ou bien encore jouaient des adaptations des thèmes de la littérature épique, comme par exemple le roman de Perceval le Gallois. Et cette chanson de geste, qui raconte l'épopée du roi Arthur, a été ainsi adaptée et dans une parodie qu'on a retrouvée au XVe siècle et qui s'appelle Shmuelbourg, c'est-à-dire le livre de Samuel. Vous voyez, on adaptait, le roi Arthur devenait Samuel, tout simplement. Et c'est vraiment important de le mentionner parce que, à ce titre, ces musiciens itinérants juifs ont joué un rôle très important puisqu'ils ont servi de passerelle entre les communautés juives qui étaient parfois très isolées et le monde profane qui les environnait. Lorsqu'ils arrivaient dans une communauté juive et qu'ils élaboraient le programme des festivités, des mariages ou autres occasions, ils jouaient les airs qu'ils jouaient partout. Et donc, inconsciemment, ils transféraient ces airs dans les communautés juives où ces mélodies, peu à peu, mélodies de danse ou chant, rentraient dans l'esprit des juifs qui les écoutaient. Et puis, au bout de quelques temps, on les retrouvait à la synagogue par le jeu naturel, vous savez, des vases communicants, c'est-à-dire qu'un air à la mode, que tout le monde chante, le chanteur se dit « Ah, c'est bien si je faisais une prière avec une poésie religieuse dessus », et hop, c'est comme ça qu'on retrouve de nombreux piyutim, de nombreuses poésies religieuses sur ce répertoire, en fait, de chants profanes. On va écouter un exemple, on en a très peu, en fait, de cette période-là, qui est même un peu plus tardive, 1544. C'est une Judentanz de Hans Neusiedler. Alors, c'est un exemple de danse juive qui a été publié en 1544, selon des sources chrétiennes, cherchant à imiter le style et la pratique exotique, entre guillemets, des ménestrels juifs. Donc, si on peut entendre le premier exemple audio, merci. Voilà un air de danse, en tout cas tel que l'a retranscrit ce compositeur chrétien. Et ce qui était assez amusant, à mon avis, c'est assez proche de la réalité, parce qu'on retrouve, Denis, tu me contrediras pas, plusieurs sections avec une partie lente au début, puis qui s'accélère, enfin plusieurs sections de danse avec des pas, et on le sent très très bien. En tout cas, à partir du XVIe siècle, la pratique de ces musiciens klezmer a été sévèrement restreinte. D'une part par les gouvernements locaux qui accordaient des permissions de jouer, mais vraiment au compte-gouttes,
Un exemple, il est mentionné qu'à Metz, au XVIIe et au XVIIIe siècle, seuls 3 musiciens, voire 4 pour les mariages, étaient autorisés, pas plus. Et d'autre part, les autorités religieuses juives elles-mêmes ont sévèrement restreint cette pratique instrumentale parce qu'elles voyaient d'un mauvais œil l'engouement des fidèles pour cette musique peu conforme à l'éthique juive. D'autre part, les pogroms qui allaient frapper de plus en plus durement les communautés juives d'Europe orientale ont renforcé les autorités religieuses dans leur prescription, souvent temporaire, de toute pratique instrumentale. Mais ces klezmer étaient quand même invités, conviés par les communautés pour jouer lors de diverses occasions festives. J'ai parlé des mariages, des fêtes de Simchat Torah et de Purim, mais également pour l'inauguration d'une nouvelle synagogue, par exemple. Ainsi, on trouve mention à Prague d'une véritable guilde de musiciens qui étaient régulièrement invités, et la vie musicale était intense. Notamment, il est mentionné une grande procession à Prague en 1678, avec plus de 20 instrumentistes, un chœur de Razanim, 2 chœurs de fidèles, etc. Et notamment, ceci se passait pendant l'accueil du Shabbat. L'accueil du Shabbat qui est un moment très particulier, puisque sous l'influence des courants mystiques, nés déjà au XVIe siècle avec l'école de Safed et renforcés au XVIIIe avec le mouvement racidique, il était non seulement permis, mais autorisé de jouer de la musique pour accueillir dignement le Shabbat. Vous savez, cette fiancée qui revient après une semaine d'absence. Et donc, la musique était non seulement tolérée, mais encouragée. Mais comme je l'ai dit, ce genre d'occasion ne se produisait pas tous les jours. Et donc, afin de vivre, le musicien professionnel juif se produisait également devant un public chrétien. Et ces contacts ont favorisé les échanges de nature musicale. C'est ainsi que l'on voit des musiciens juifs jouer dans des orchestres locaux et des musiciens non juifs intervenir dans des orchestres juifs, appelés Kapellies, compagnie ou orchestre. Et il y a un exemple très, très, très clair d'échange qui s'est produit, c'est entre juifs et tziganes. Et cet échange entre juifs et tziganes avait lieu quotidiennement. Et c'est assez amusant parce que, vous savez, souvent, pendant très longtemps, le klezmer, on a parlé de musique tzigano-klezmer, enfin, il y a eu plusieurs termes utilisés, et c'est vrai qu'il y a une proximité musicale très forte, parce qu'il y avait entre juifs et tziganes une communauté de destin, même statut inférieur, même mode de vie itinérant, ainsi qu'une prédilection pour les musiques d'influence orientale. Et la doina, par exemple, un chant triste, on en entendra tout à l'heure, était un exemple de musique jouée par les uns et par les autres. Ce qui est assez amusant, c'est qu'un des créateurs de la musique nationale tzigano-hongroise, qui s'appelle, alors encore une fois, j'ai toujours du mal à prononcer, Mark Rosavolgil, ça ne doit pas être comme ça, mais bon. Et ben en fait, ça c'est son nom hongrois, mais en fait il s'appelait, et pour moi c'est plus facile, Mordele Rosenthal. Et son orchestre tzigane, véritable représentant de cette tradition tzigano-hongroise, et pris en exemple partout, était en fait entièrement composé de juifs déguisés en tziganes. Donc vous voyez qu'on n'hésitait pas à changer de costume, et en fin de compte la musique était plus ou moins la même. Il faut voir, et ce qu'on a entendu, c'est qu'au XVIIe au XVIIIe siècle, les ensembles klezmer étaient essentiellement composés de luth ou d'un petit ensemble d'instruments à cordes, en général de violon et une viole de gambe. Et on avait aussi parfois recours au cymbalum, c'est cette cithare sur table qu'on frappe avec des petits marteaux, dont la sonorité douce et virevoltante complétait très bien le jeu des violons. Et lors de certaines occasions solennelles, on pouvait ajouter des joueurs de trompette et de tambour. Mais c'était essentiellement des cordes. Ça, on a des gravures qui attestent aussi de cette formation instrumentale. Parce que le problème de cette musique klezmer, comme toutes les musiques juives ou presque, c'est qu'on n'a pas de notation musicale. Donc on s'appuie sur des témoignages, on s'appuie sur des illustrations, des photos, voilà. Mais en fait, c'est surtout à partir du XIXe siècle, et sans doute en liaison avec les fanfares militaires et les musiques de conscription, que les ensembles klezmer ont commencé à intégrer des instruments à vent, et notamment des cuivres. Dans un souci d'équilibre, comment on fait rentrer des instruments à vent, il a fallu renforcer l'effectif des instruments à cordes. Et c'est ainsi que se constituent pour la première fois des orchestres de taille plus importante. Il n'y a plus seulement 4 musiciens, mais il y en a beaucoup plus. Autre phénomène qui a influencé cette musique klezmer à la fin 19e et début 20e, c'est la naissance de l'industrie phonographique. Les premiers enregistrements de disques en Europe ont commencé dès 1897,
aux États-Unis en même temps, et ça a influencé la constitution des orchestres. En effet, les premiers enregistrements connus de musique klezmer concernent des petits ensembles de violon cymbalum, avec éventuellement l'adjonction d'un accordéon. Mais le problème, c'est que ça passait pas bien. Vu les moyens de l'époque, vous savez, quand on enregistrait, il fallait jouer devant un énorme pavillon, faire bouger l'aiguille pour graver le cylindre. Le son d'un violon était assez grêle et donc ça gravait très difficilement le cylindre. Donc progressivement, pour avoir un son de meilleure qualité, les compagnies de disques ont favorisé les vents et les cuivres en raison donc des moyens techniques de l'époque et qui possédaient évidemment un son plus puissant et plus directionnel que celui des instruments à cordes. Et c'est ainsi que progressivement beaucoup de musiciens se sont mis aussi aux instruments à vent parce qu'il y a eu une demande. On enregistrait des disques avec des instruments à vent, les gens écoutaient les instruments à vent, ils se disaient c'est bien et voilà, ils voulaient des instruments à vent. Et puis par la suite, aux États-Unis, sous l'influence de jazz, on a eu d'autres instruments qui ont été introduits, comme le saxophone, le banjo, etc. Je vous propose d'écouter un des premiers enregistrements que nous possédons, qui date de 1910, un Rosidel, d'un orchestre roumain de Bels, qui a été réalisé par une compagnie de disques russe. Et vous remarquerez les ornementations de la clarinette qui sont typiques du style klezmer. Si on peut écouter. Enregistrement de musique klezmer qui est réalisé donc par une compagnie de disques russe, et c'est pas innocent que ce soit une compagnie russe, puisque à cette époque en Russie, dans les années 1910-1920, il y a un véritable intérêt pour les musiques juives, un petit peu comme pour Bartók qui est parti à la collecte des musiques populaires, notamment hongroises. Il y a à ce moment-là plusieurs, non seulement chercheurs, mais jeunes artistes, compositeurs qui s'intéressent à ces musiques populaires juives et qui commencent à collecter pour la première fois, à vouloir enregistrer ces musiques, et c'est une bonne idée puisqu'on sait ce qui va se passer par la suite. On a donc pour la première fois ces collectes, je pense à la collecte organisée par le baron Gainsbourg, avec des compositeurs par la suite comme Yoel Engel, et puis le grand musicologue Moshe Beregovsky,
qui donc collecte des milliers de cylindres, puisqu'on parle dans la collection de Moshe Beregovsky, 1200 cylindres. C'est quand même assez énorme, qui sont collectés dans ces années-là. À savoir que cette collection de Moshe Beregovsky, qu'on a cru longtemps perdue à l'époque du stalinisme, a été redécouverte il y a quelques années. En fait, ça avait été soigneusement conservé dans les archives de l'Académie Vernadsky à Kiev, en Ukraine, et que donc ces archives existent et sont partiellement consultables, enfin un petit peu, j'allais dire, les Ukrainiens les éditent de façon un peu parcimonieuse, mais on en a par exemple au centre 1 ou 2 disques et on peut se les procurer. C'est un peu compliqué. Parce qu'il ne faut pas hésiter, ils ne les vendent pas ici, c'est mal distribué, il faut faire des cartes bleues sur Internet, c'est un peu compliqué, mais bon. Mais ça existe, ça a le mérite d'exister. Et puis donc, parallèlement aussi à ces campagnes de collecte qui se développent, le tournant du XXe siècle marque également l'émigration de milliers, de centaines de milliers de juifs d'Europe centrale et orientale qui fuient les pogroms et qui vont choisir principalement comme destination les États-Unis. Et un mot, simplement un chiffre, aux États-Unis, en 1875, on a 275 000 juifs, et en 1914, soit même pas 40 ans après, qu'est-ce que je dis, 30, je suis fatigué, je ne sais plus compter, mais 39, on va dire 40 ans après, ils sont 3 millions. Donc en 40 ans, on passe de 275 000 à 3 millions de juifs. Vous voyez l'émigration massive qui se produit à ce moment-là. Et évidemment, parmi ces 3 millions de juifs, il y a beaucoup de musiciens, de miséreux qui fuient, c'est pas grave, ça ira pas plus bas, qui fuient donc la misère et qui doivent trouver du travail et qui vont pratiquer leur musique, merci, dans les théâtres, les cabarets, les hôtels, les cafés, les cirques même, et plus tard au cinéma. Et la communauté juive américaine continue à solliciter ces musiciens que j'appelle klezmer pour faciliter, mais vous avez compris, le terme n'existait pas vraiment. Elle continue à utiliser ces musiciens pour les mariages et les autres fêtes traditionnelles. Et ces musiciens donc vont officier dans ces différents lieux et également dans un autre lieu que vous connaissez sans doute, c'est le théâtre yiddish. Le théâtre yiddish a été un lieu où chanteurs, musiciens et compositeurs ont vraiment pu donner libre cours à leur talent. Et c'est ainsi qu'une nouvelle génération d'acteurs, de chanteurs, tels Aaron Lebedev ou Molly Picon, par exemple, a émergé à cette époque. Molly Picon, vous l'avez vu pour ceux qui étaient juste avant dans le film Yiddle Midden Fiddle. Donc j'avais dans mes bagages un petit extrait de ce film, je pense que ce n'est pas la peine de le montrer puisque vous l'avez vu, mais c'est tout à fait révélateur puisque vous voyez notamment la scène du mariage, si vous vous en souvenez. On voit très bien quel est le rôle de ces musiciens. Et puis on voit aussi certaines danses. Oui. Ah. Mais c'est pas grave, je vais vous emmener un autre extrait. Comme on ne peut pas tout voir, ceux que ça intéresse pourront venir au centre. On a d'autres exemples de mariage et qu'on va voir en vidéo, parce que le mariage, c'est le grand moment en fait où on trouve les musiques klezmer. Et donc on va voir un autre extrait dans un film non moins connu qui s'appelle Le Dibouk, que vous connaissez probablement. Et donc dans ce film de Michel, le film Le Dibouk, ça date de 1937. C'est ça, c'est le film de Michel Wachiński, et ça a été tourné en Pologne, comme Yiddle Midden Fiddle, juste avant-guerre. Donc c'est vraiment important parce que c'est un témoignage d'une civilisation qui a disparu juste quelques années après. On va voir dans ces extraits vidéo un mariage également, donc la cérémonie du mariage. Mais avant de la voir, je voudrais parler d'un élément dont on parle peu, c'est la danse. Parce que ces musiques, c'était des musiques de danse. Et c'est vrai que ça reste très mystérieux, ces danses qui étaient dansées avec les musiques klezmer. Je sais que certains parmi vous s'y intéressent. Je pense qu'elle n'est pas là ce soir, mais Yvette Métral a beaucoup travaillé sur le sujet. Et elle me disait qu'elle était assez dubitative par rapport à ce qu'on vous montre dans le film Yiddle Midden Fiddle ou d'autres, où la réalité est souvent enjolivée, que c'était des danses peut-être beaucoup moins chorégraphiées, on va dire. Mais en tout cas, comme type de danse, je voudrais vous montrer deux types de danses qu'on trouvait. C'est d'abord les danses racidiques,
Donc les danses vraiment avec ce côté d'extase mystique. On va voir un premier extrait. Et puis après, on va voir un extrait donc, de différentes danses. Alors, assez chorégraphié aussi, une danse avec les mendiants, c'était la tradition. Puis après, des danses de salon et la cérémonie sous le dais nuptial. Vous verrez, c'est un peu sombre dans le film, mais vous verrez, regardez bien les musiciens où ils sont. Ils sont sans arrêt en train de bouger. Parce qu'un des grands principes de ces musiciens klezmer, c'est qu'il faut qu'ils puissent suivre le mariage. C'est pour ça que leur instrument est toujours transportable. C'est pas seulement pour s'enfuir en cas de pogrom, bien sûr, ça peut aider, mais c'est surtout qu'ils jouent souvent lors de processions, quand les mariés arrivent, ils doivent pouvoir enchaîner les différentes danses, et il faut qu'ils puissent être réactifs très vite, pouvoir s'arrêter, pouvoir repartir et se déplacer. C'est pour ça que même le violoncelle est joué en le tenant à la main comme ça. Donc on va voir déjà une danse racidique, et après nous verrons donc l'exemple 4, la danse des mendiants et danse de salon. Kim, neem dir mein Ruf, neem dir meine Schuhe, neem dir mein Chochme, neem dir mein Teure, nur gib mir sie, gib mir die Psyle, Leje Baschano. Hayda 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 Vor mir am prächtig der Sott, in zweifachig euch gedrückten Schem, ich seh ihm, ich hab wieder meiner Zerch gewein. C'est l'exemple 4, s'il vous plaît. Als ich hab gehalten Wort, als ich hab dich mein Kind durchgezogen, an ehrliche, kuschere. Ze maken doen hem zijn scheduleren. Ik breng zich op de kamer. Wat is dat niet lijf? Nee, Leele. Kom maar eens te komen. En ik help me. Kamer, alleen, vader, kinder, zingen, wezen. Was ist das überspätigt? Lele, geh tanzen mit die Urmelei. A Minikaza, a größte Mitzwe, mein Kind, a größte Mitzwe. Leele, die Töchter, sei mit der Meach durch mir leid, sie ist der größte Mitzwe, mein Kind. Ich
Alle Monate! Mit der Hitze, mit der Jacke und mit der Champagne! Komm und schick es mir! Ach gut! Ach gut! Ich hab gefällt, die Knurren ist gefällt! Oh ja, wir haben gefällt! Genieg dir, Leere. Genieg fahrt dir, mein Kind. Du wirst dich in der Löffele fassen. Noch der Hitte Wirtschaft. Ja, der Marschall ist verdrüßlichen. Der Husen geht um die Drusche. Hast du die Eier verstehen? Aber als ich auf Meure rede, was heißt Meure? Meure ist nicht. Was hast du Helene vergessen, die Drusche? Nein, die Drusche gedenkt ich. Nur mich nimmt du nach Schreck. Als so viel Fremde. Mensch. An ihn liegt mit dem Buche. Geht gassen oben, ich schreck dich das hin. Ich gehe gassen oben und hier dachte ich, vielleicht wollte ich viel zu dem Lied. Nee. Weil zitter mich stärker, hab mich keine Meure. Bei dir steht er wach, in 60 Gebäude. 60 Gebäude mit den bloßen Decken. Sie wollen dich schützen, in Abbeiß vergegen. Bald wird mit dir Kind meins, zu der Hütte führen. In a Gitterschuh, in a Maseldicker Schuh. Deine Mama, die Zitrone ist, sie geht von Ganeden nach Reus, und von Ganeden nach Reus. In Gold, in Silber, Reus geht's hier. Gehen ihr zweimal hoch im Hand gegen euch, Hand gegen euch. Zij nemen ze joen voor die hand, eine rechts, eine links,
Oi, Hanele die mein, Hanele die fein, aber hast du sich heus geziert, in Gold und in Silberschein. Entferte ich Hanele, als soll ich nach so, wie soll ich sich nicht freuen, der Jungpfiff ist mir groß. Meine einzige Tochter, mein lichtige Kreuz, führt man mit Masel zu der Kirche scheu. Dir al hakoi, mi burik al hakoi, mi gudoy al hakoi, mi dugil al hakoi, ye burik es a chuson, es a kalo, mi dir al hakoi, mi burik al hakoi, mi gudoy al hakoi, Ugiral hakoi, yevure esa fuson, esa kalo. Voilà, je tenais à vous faire voir ces deux extraits pour plusieurs raisons. Parce qu'ils sont assez révélateurs de toute l'utilisation des musiques klezmer. Le premier, donc, avec ces musiques chassidiques qui chantent en fait ce qu'on appelle des nigunim, il n'y a pas de paroles, c'est voy voy, etc. Et qu'on va retrouver, il y a des nigunim dans la musique klezmer. Sauf que ce ne sera pas chanté, ce sera l'instrument qui sera justement cette voix du chant. Le deuxième extrait, beaucoup plus long, un peu long peut-être, je m'en excuse, mais montre toute la cérémonie ou presque du mariage. Et c'est particulièrement intéressant de voir plusieurs acteurs ici. Il y a d'abord l'animateur, un peu le badran, celui qui va servir de lien entre ces différents moments de la cérémonie religieuse. Et comme vous l'entendez, il est en train de tirer les larmes de tout l'auditoire en racontant « Oh, ta pauvre maman », etc. Son objectif, c'est de prendre aux tripes, de faire pleurer l'auditoire. Et si vous l'avez vu, ceux qui étaient là qui ont vu le film Yidel Fidel, c'est pareil, c'est la même chose. Donc on a ce personnage central, et quand il raconte, quand il évoque la mémoire de la mère de cette jeune fille, qui est triste aussi, mais bon, c'est un peu comme Yidel d'ailleurs, parce que souvent c'était des mariages forcés à l'époque. Et si vous écoutez la façon dont il a chanté, ça reprend exactement les mêmes gammes, ou les mêmes, ce qu'on appelle les Steigerim, les mêmes modes que la musique liturgique, on croirait qu'il récite des extraits de la Torah, quoi. Hein. L'histoire de Hannah, il y a une histoire. C'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, c'est tout à fait révélateur parce qu'après, quand on voit la cérémonie sous le dais nuptial, on a cette fois-ci le rabbi qui entame les 7 bénédictions et là aussi. Il n'a pas la même voix, mais on retrouve les mêmes formules ou presque mélodiques. Donc il y a une continuité en fait, et c'est important de comprendre cela, c'est que dans cette cérémonie du mariage, on a tout qui est mêlé. On a de la danse, on a du religieux, enfin on a du profane, on a du religieux, on a un personnage qui fait le lien entre tout ça, c'est le badran, et les musiciens, eux, ils sont là tout le temps. Donc ils sont bien obligés de savoir de jouer tous ces répertoires, le répertoire liturgique et le répertoire profane. Donc il y a une interpénétration totale de ces répertoires dans la musique klezmer. Un dernier exemple très court vidéo, plus gai celui-là, et qui est plus récent, c'est celui qu'on trouve dans la comédie américaine Le violon sur le toit, que vous avez tous en tête. J'ai pas pu résister à l'envie de vous remettre une des scènes phares de ce mariage toujours. C'est donc là où on voit notamment les danses de la bouteille. Et c'est nettement plus gai. Donc on va, si vous voulez, lancer cette scène.
Quiet down! Ah, ah voilà, ça passe dimanche à 13h. Donc vous voyez, si vous voulez la suite, vous n'avez pas le choix. Dimanche à 13h. En tout cas, ce film qui est très, très beau et agréable à voir, bon, cette scène, la musique est magnifiée. Enfin, je veux dire, on est sûr que la chorégraphie, c'était pas comme ça. Mais c'est quand même, c'est assez révélateur parce qu'encore une fois, on voit dans la danse ici l'influence de ce courant mystique. Vous voyez comment il danse complètement, c'est la danse exutoire, quoi. Voilà. Et puis il y avait des tas de danses et des tas de musiques qui étaient consacrées à des rites. En tout cas, j'allais dire, avec la catastrophe, la Shoah, qui a balayé ces communautés d'Europe centrale et orientale, la musique klezmer, en fait, a survécu presque essentiellement aux États-Unis. C'est là où elle s'est développée, où elle a pu se conserver, et elle a même prospéré comme musique de danse et de réjouissance, avec des musiciens comme Abby Schwartz, Harry Kandel, Naftuli Brandwein, ou encore Dave Taras, pour ne citer que les plus célèbres. L'industrie du disque américaine s'est très vite intéressée à ce filon parce qu'elle avait flairé des gains potentiels. Et entre 1894 et 1942, c'est à peu près 50 000 disques de musique juive qui ont été gravés aux États-Unis, dont 700 pour la seule musique klezmer. Donc vous voyez, ça vous donne à peu près l'importance de ce répertoire. Et ce phénomène a eu pour effet de préserver un répertoire, un style, mais aussi de standardiser les pièces. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, aux musiciens qui se produisaient sur scène, on leur demandait désormais de jouer comme sur le disque. Et comme c'est souvent le cas dans les musiques de tradition orale, la cristallisation d'une musique, qu'elle soit sur le papier ou sur un cylindre ou un disque, engendre parfois et souvent un appauvrissement dans son interprétation. Toutefois, l'aspect positif, c'est que c'est de cette période qu'on a enfin des témoignages fiables de ceux qui existaient. Et puis il y a eu un trou noir, après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis même, la tendance à l'assimilation
et au sionisme, le sionisme qui prévalait chez les Juifs d'Amérique avec la naissance de l'État d'Israël, a relégué cette musique juive, cette musique klezmer, mais pas seulement klezmer, aux oubliettes. En effet, on voulait regarder vers l'avenir. La création de l'État d'Israël avait fait émerger l'idée du nouvel homme hébreu qui remplaçait le vieux juif diasporique dans ses oripeaux. Et donc, à ce moment-là, l'hébreu a commencé à remplacer le yiddish, et la nouvelle culture israélienne était un lieu de référence obligé pour la diaspora. Et il faut attendre à peu près dans les années 1970-1980, donc c'est pas si vieux que ça, pour que l'intérêt pour la culture yiddish refasse surface. Et c'est le jeu de quelques musiciens, ça nous est venu des États-Unis. Je citerai par exemple le clarinettiste bien connu Jorah Feynman, mais aussi Henri Sapoznik du groupe Capellier, ou encore Lev Lieberman avec l'ensemble Klezmorim. C'était pendant longtemps un des seuls ensembles ou presque de musique klezmer. Et tous ces musiciens qui venaient d'horizons variés, ils venaient classique, jazz, folk, pop, etc. Et ont ressenti à un moment le besoin de retrouver leurs racines à travers cette musique. Ainsi, une anecdote raconte qu'Henri Sapoznik, on lui demandait, parce qu'il voulait écrire de la musique, il voulait jouer, mais il ne savait pas trop. Et on lui demandait, mais vous n'avez pas de racines musicales ? Et c'est là où il a commencé à faire des recherches sur ses racines juives, et il a retrouvé cette musique, donc à travers différents enregistrements et différents musiciens qui avaient survécu. Et c'est assez intéressant de voir que tout part d'une recherche identitaire. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que le terme klezmer émerge. C'est-à-dire que, pour le coup, le terme klezmer, dans sa noblesse, émerge vers les années 70-80. Ça correspond aussi au mouvement folk. C'est-à-dire qu'on recherche une musique plus proche du peuple, une musique populaire, une musique peut-être moins compliquée, mais plus expressive. Et c'est ainsi que donc ce courant de musique appelé klezmer, mais vraiment par hasard, c'est l'industrie phonographique en fait qu'il a appelé klezmer, au même titre qu'on a appelé la musique celtique, la musique irlandaise, enfin voilà, a commencé à se développer aux États-Unis. Et donc en 1970, ce mouvement revivaliste, ce renouveau klezmer, comptait seulement 3 orchestres aux États-Unis. Et en 1990, donc 20 ans plus tard, on en dénombrait plus de 50, dont 10 pour la seule agglomération de New York. En France, je me rappelle aussi, il y a maintenant, à l'époque où j'ai commencé à m'intéresser aux musiques juives, il y a un peu plus de 20 ans, 22 ans, il y avait pas ou très peu de musique klezmer, quelques orchestres. Et aujourd'hui, on ne compte plus, mais le nombre de groupes klezmer. Chaque année, en France, se créent de nouveaux groupes de musique klezmer. Et la production discographique consacrée à ce genre est en forte hausse. Et en témoignent aussi tous les ateliers qui voient le jour, déjà depuis un moment. Je pense bien sûr à la Maison de la Culture Yiddish qui chaque année organise ses stages de musique klezmer, mais aussi dès la fin, enfin 1999, les stages à Bréau du Yiddishland à la rencontre des Cévennes où il y avait des ensembles klezmer. Donc ce klezmer, il est aujourd'hui plus que jamais vivant, mais il a fortement évolué. Et pour preuve, je vous propose d'examiner ensemble rapidement, parce que l'heure tourne, les instruments et le répertoire actuellement en usage. C'est-à-dire aujourd'hui, le klezmer, c'est quoi ? Alors déjà un mot sur les instruments. Comme on l'a vu, les premiers instruments, enfin les instruments, j'allais dire 16e, 17e, 18e, c'était plutôt des instruments à cordes. Puis à partir du 19e, pour cause de musique militaire, conscription, puis par la suite enregistrement, plutôt instruments avant. En fait, l'important aussi, c'était que ce soit des instruments portables, puisque, comme vous l'avez vu, il fallait jouer, on joue debout tout le temps, et puis des instruments pas chers, qu'on peut réparer rapidement. Donc parmi ces instruments, bien sûr, le violon, alors qu'il y avait différentes dénominations, je n'ai pas le temps de tous les expliciter ici. Et en fait, souvent, et surtout à partir du XVIe siècle, il y avait 2 violons. Le premier jouait la mélodie principale et le deuxième en jouait une version hétérophonique, souvent à l'octave inférieure. Qu'est-ce que c'est que l'hétérophonie ? C'est le fait de faire la même mélodie, mais en rajoutant des petits ornements, en la jouant de façon un peu décalée, avec des rythmes différents. Autrement dit, par exemple, vous demandez à 2 personnes de chanter au clair de la lune, et il y en a une qui chante un peu de travers, qui chante décalé, qui chante faux, qui rajoute des choses. En fait, vous avez ça à la synagogue tous les samedis à tout moment, de l'hétérophonie involontaire, parce que la plupart des fidèles n'arrivent pas à chanter ensemble. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne, le chant synagogal est hétérophonique.
Et c'est ce qu'on retrouve dans cette musique klezmer, en grande partie. Et puis le violoncelle, qui se jouait le plus souvent sanglé aux épaules, ce qui permettait donc de marcher avec, voire même la contrebasse, qui avait un rôle important pour la rythmique. En effet, il y avait relativement peu d'instruments de percussion, et donc, un peu comme le jazz, en fait, la contrebasse non seulement joue les basses, mais surtout elle accompagne la danse en jouant la rythmique. Et je vous propose d'écouter un petit extrait très court, enfin relativement court, d'un exemple d'accompagnement avec le son percussif de la contrebasse. Si on peut entendre l'exemple 5, s'il vous plaît. Là, vous voyez très nettement la contrebasse, c'est vraiment la percussion. Poum, 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 poum. Autre instrument très en vigueur, c'était le cymbalum. Donc c'est cette sitar avec ses petits marteaux, qui avait une centaine de cordes quand même, qui est extrêmement tendue, hein, et qui était très difficile à accorder d'ailleurs. On connaît le nom d'un des virtuoses cymbalistes qui était Michael Joseph Guzikov, et qui a fait des tournées dans toute l'Europe et qui a été même encensé par Mendelssohn, qui le décrit comme un véritable génie musical. Et ce Guzikov ne savait pas lire la musique et jouait de mémoire un répertoire klezmer hérité de son père, grand-père et arrière-grand-père, parce que souvent c'était des lignées de musiciens. On va écouter juste un petit extrait de jeu du cymbalum sur l'exemple 6, s'il vous plaît. Donc les percussions, je l'ai dit, étaient souvent réduites à un simple tambour ou une grosse caisse, avec ou sans cymbales, mais le plus souvent, il n'y en avait pas. La clarinette, bien sûr, je ne la ferai pas entendre, vous l'avez entendu en long, en large et en travers. En fait, elle a été introduite dans les orchestres juifs que vers la moitié du XIXe siècle. Et progressivement, elle a remplacé le violon. Pourquoi ? Parce que la clarinette a un son très proche en fait de la voix humaine, et on retrouve à travers la clarinette ce souffle de la voix et ce son gémissant qui est très proche de l'intonation vocale et qui donc se prête parfaitement à la musique juive. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, comme je l'ai dit, quand il y a plusieurs instruments mélodiques, s'il y a un violon et une clarinette, c'est généralement le plus aigu qui a la mélodie, et les autres sont donc en hétérophonie. Et en général à l'octave, parce que vu qu'ils étaient souvent très mal accordés, on préférait jouer à l'octave qu'à l'unisson, qui n'en était jamais un. Autre instrument qu'on entend aussi, c'est l'accordéon, surtout l'accordéon à boutons, qui était utilisé à la fin du XIXe siècle. Mais c'est un accordéon difficile à jouer, il fallait beaucoup de force pour en jouer, et donc il a été relativement peu utilisé par la suite. Mais là, encore une fois, il avait un timbre très chaleureux, très riche, et qui était proche de la voix. Et puis, bien sûr, par la suite, à ces instruments plus traditionnels sont venus s'ajouter d'autres instruments, comme la flûte, et je l'ai dit au XXe siècle, tous les cuivres, trombone, trompette, et puis bien sûr guitare, piano, saxophone, et même banjo, et puis il y a quelques années, didgeridoo, tabla, enfin on a eu le droit à tous les instruments. Un petit mot sur le répertoire. En fait, ce répertoire, on en a eu quelques exemples, mais en fait, on connaît très peu de choses de la musique des klezmorim, parce que c'est un répertoire, vous l'avez compris, qui est extrêmement mouvant et qui a évolué en fonction des modes. Je veux dire, c'est une musique, c'est comme la musique qu'on joue aujourd'hui dans les fêtes, dans les bar mitzvahs, dans les mariages, c'est pas la même qu'on jouait il y a 20 ans ou 30 ans. C'est une musique qui suit la mode.
Donc elle change, elle bouge, et sans arrêt, elle bouge et elle change. On sait que c'était un répertoire très varié, qu'il y avait des danses juives et non juives. L'important, c'était que ça plaise au public. Mais le problème, c'est que comme on n'a pas de transcription avant au moins la fin du 19e siècle, on ignore totalement à quoi ressemblaient les musiques avant cette période-là. D'après certaines descriptions, c'était une musique avec des rythmes vifs et des intonations inhabituelles. Et ce répertoire donc, de cette musique klezmer est extrêmement composite. Elle a emprunté aux uns et aux autres. Donc, au courant racidique, elle a emprunté la joie, la ferveur et surtout ces nigunim, ces mélodies sans paroles. Et elle y a adjointe des mélodies populaires juives, non juives, des musiques de danse et bien sûr aussi beaucoup empruntées à la Razanout, l'art cantorial ashkénaze, qui, comme la musique klezmer, comporte de nombreux ornements. Les modes aussi sont souvent les mêmes modes que ceux de la musique liturgique. Je vous propose d'entendre un extrait où je mets en parallèle deux morceaux. Un qui est liturgique, c'est le chanté par Moshe Kusevitsky, qui est chez Bonebes Amigdosh. Et puis un autre joué par un groupe de musique klezmer, Aneros Alelu. Si on peut écouter l'exemple 8 et 9. Et maintenant le morceau de musique klezmer, qui reprend quasiment les mêmes formules.
Voilà, c'est là où on voit vraiment que ça mérite son nom, l'instrument du chant, parce qu'on a vraiment l'impression d'une voix. Et d'ailleurs, certains ornements, comme le Kreert, le soupir, appartiennent aux deux traditions, aussi bien de la musique instrumentale que de la musique vocale liturgique. Mais cette musique, quand même, klezmer, donc c'est, comme je l'ai dit, surtout durant les mariages. Enfin, il y avait différentes circonstances. Il y avait bien évidemment le mariage. Il y avait également, par exemple, pour le repas et le recueillement, on jouait surtout des nigunim. Mais pour les mariages, il y avait des musiques de danse, et chaque musique était liée à une circonstance bien définie. Par exemple, il y avait la Breukentanz, qui était la danse de réconciliation entre les belles-mères. On préférait anticiper, et on les faisait déjà danser avant, en se disant que peut-être par la suite, ça n'arriverait plus jamais. Mais au moins, elles auraient dansé ensemble. Et puis des danses comme la Patchdance, claque de main, ou le Freiler, qui est une danse circulaire, des chers, des quadrilles. Mais également, bien sûr, comme on l'a vu dans les extraits filmés, des musiques rituelles et processionnelles, comme l'arrivée et le départ des invités, la procession des mariés sous le dais nuptial, etc. Et puis, bien sûr, aussi, ce répertoire klezmer, au sens large du terme, inclut aussi de nombreuses chansons yiddish, traditionnelles ou récentes. Et c'est pas surprenant, comme on l'a vu, parce que les mariages traditionnels étaient animés par le badran, ce maître de cérémonie, improvisateur, comique, parodiste, et voire chanteur aussi. Et donc ce badran n'hésitait pas à accompagner de sa voix ces mélodies et ces moments du mariage. Et d'autre part, la fête de Purim elle-même donnait lieu aussi à des représentations, les Purim Spiel, où figuraient musiciens, acteurs et chanteurs. C'est ainsi que la voix était souvent en interpénétration avec ce répertoire instrumental klezmer. Aujourd'hui, des mélodies klezmer, mais il y en a des milliers. D'ailleurs, souvent, elles ont des noms différents. Et parfois, le même nom, on désigne des mélodies différentes. Donc, c'est un peu dur de s'y retrouver. La plupart de ces mélodies sont qualifiées de traditionnelles. En fait, ça veut dire qu'on ne sait pas qui sont les auteurs. Tant mieux pour les disques et les droits d'auteur, d'ailleurs. Et donc, en fait, elles sont souvent considérées comme non achevées. Et ça explique qu'elles évoluent au fil des interprétations successives. En fait, on est un peu dans la même optique que le jazz. Si Denis ne me contrerie pas, ce sont des musiques en perpétuelle évolution. Et ce répertoire donc klezmer comporte ainsi des morceaux de genres très variés. Je n'ai pas vraiment le temps de développer, ce serait un peu long, mais j'ai parlé des nigunim, des freiler, des bulgares, et puis aussi du rossidel, la hora. La hora, c'est une danse roumaine en cercle, exécutée parfois à 5 temps, mais jouée aujourd'hui le plus souvent à 3 temps. Et puis on a des danses plus orientales, comme le terkish, son nom l'indique, il vient de Turquie. La sirba, danse roumaine, le cher, qui était une danse de berger qu'on dansait en couple, c'est originaire d'Allemagne. Et le taksim, qui était lui en mode arabo-turc. Donc c'est vraiment, on voit qu'à travers ce répertoire klezmer, c'est vraiment un lieu de rencontre entre l'Orient, l'Occident, c'est l'Europe centrale. On va écouter juste, pour finir quasiment, 2 exemples. Un exemple d'une doina. La doina, c'est une danse très lente. Et puis, comme d'habitude, ça s'enchaîne avec un morceau plus rapide, c'est une hora. Si on peut écouter l'exemple 11, s'il vous plaît.
voudrais juste dire quelques mots sur les caractéristiques musicales en fait, de ce répertoire. Comment ça fonctionne. Sans rentrer dans des détails trop techniques, c'est pas l'objet. On a quantité de livres très pointus et très techniques au Centre français des musiques juives. Si vous voulez venir les consulter, vous pouvez passer des heures, il n'y a aucun problème. Mais si on devait décrire les principales caractéristiques musicales de cette musique klezmer, on parlerait quoi ? D'abord d'hétérophonie, je l'ai dit. L'hétérophonie, c'est quoi ? C'est vouloir chanter une même mélodie, mais chacun le fait à sa façon. C'est assez intéressant parce que, en fait, si vous voulez, pour le comparer, je dirais que c'est une forme de cubisme, en fait. Vous voyez les tableaux de Picasso où ils représentent à la fois la face, profil gauche et profil droit. On a une espèce d'objet en relief. L'hétérophonie, c'est pareil. C'est une mélodie qui est en relief parce qu'elle est déclinée de toutes les façons possibles et le tout superposé. Donc on a la mélodie, et puis on a la mélodie qui est légèrement variée, ou jouée par un autre instrument. Et puis on a encore un autre profil de cette mélodie où elle est jouée avec un rythme un petit peu différent, parfois décalé. Et le tout finit par créer une épaisseur. Et c'est cette épaisseur qui est typique de la musique klezmer. Souvent, il n'y a pas d'harmonie ou très peu. On tient une note, enfin ça, Denis en parlera mieux que moi. Et en fait, c'est ces procédés typiquement hétérophoniques qui donnent cet aspect très particulier. Et puis bien sûr, l'ornementation. Ça, c'est un élément fondamental de cette musique klezmer. Elle est extrêmement riche et variée. On peut dresser un dictionnaire ou presque, j'exagère, mais des codes, des termes d'ornementation. Mais elle n'a jamais été codifiée par écrit. Autre élément important, l'improvisation, bien sûr. L'improvisation, parce que, comme je l'ai dit, comme la musique de jazz, la musique klezmer, c'est une musique de l'instant. Et ça, c'est lié à l'histoire. Je veux dire, l'histoire, dans les mariages, on était sensible à l'ambiance. Je veux dire, quand par exemple, une grand-mère entrait dans la danse, eh bien, il fallait que les musiciens ralentissent, parce que la grand-mère, elle n'arrivait pas à suivre. Donc, ils ralentissaient, tac, tac, hop. Puis, quand ils voyaient qu'au contraire, à un moment, ils accéléraient. Et quand le badran, le maître de cérémonie, voulait reprendre la main, il fallait qu'il s'arrête. Donc, très vite, il concluait, pam, 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 pour pouvoir finir très rapidement. Donc, c'était une musique vraiment de l'instant, une musique de la vie, en fait. Les modes, ce vaste sujet, on dit qu'il y a 5 modes principaux dans la musique klezmer. On trouve le mode majeur, qu'on connaît, les modes mineurs, parce qu'il y en a plusieurs, il y a l'harmonique, le mélodique descendant, etc., etc. Et on trouve 3 principaux modes synagogos, le Ahava Rabba, le Mishebechar et le Adonai Moller, qui sont des modes qui sont nommés d'après l'incipit de prière connue. C'est-à-dire que c'est le début de prière très connu dans lequel on utilise en fait ces modes. Et ces modes, il ne faut pas du tout les penser comme notre gamme do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, parce qu'un mode, c'est une conception ici orientale. C'est-à-dire que le mode, c'est pas seulement une suite de notes, mais c'est aussi, chaque note a une importance différente dans la mélodie. Il y a des notes pivots, il y a des notes un peu comme la tonique qui sont fondamentales, d'autres qui sont de moindre importance. Et surtout, à l'intérieur de cette échelle, il y a ce qu'on appelle des formules mélodiques. C'est-à-dire des notes qui reviennent tout le temps, qui vont être variées, qui vont revenir comme une signature du mode, et qui fait qu'on sait qu'on est dans ce mode-là et pas dans un autre. Et puis, dans ces modes-là, il y a des modes, évidemment, qui sonnent très orientales. C'est par exemple le cas de ce mode Ahava Rabba. Je vous propose juste d'écouter un dernier extrait, c'est le numéro 13, parce que c'est une magnifique version de Abi Schwartz, un air très connu bien sûr, c'est Tanz, Tanz, Jederlach.
le klezmer, c'est à la fois tout simple et c'est beaucoup plus que ça encore. En tout cas, c'est une musique qui est vraiment, on peut considérer que c'est une des premières musiques de fusion. En fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de fusion dans les courants musicaux, mais c'est vrai, c'est une musique qui est née du mélange de la coexistence, des civilisations de la Mitteleuropa, et qui, dans un subtil dosage, a mélangé à la fois des éléments de musique juive, des éléments de musique non juive, des éléments de musique populaire profane, des éléments de musique liturgique, et puis qui a emprunté beaucoup aux populations roumaines, russes, polonaises, hongroises, grecques, turques, arabes, et surtout tziganes. Et cette musique, telle qu'elle s'est développée dans cette Mitteleuropa, aujourd'hui, évidemment, n'existe plus. Tout a été balayé pendant la Shoah. Et seul demeure le souvenir de cette musique à travers les enregistrements que nous avons entendus. Mais en 1970, ce renouveau klezmer est venu des États-Unis. Aujourd'hui, partout dans le monde entier, il est joué. Et aujourd'hui, on est quand même face à un phénomène tout à fait différent. Parce que le klezmer n'est plus joué dans son contexte, j'allais dire, de production originelle. On n'est plus dans une musique de tradition. Le klezmer, aujourd'hui, je dirais, est une musique d'héritage. Et il y a une grande différence. C'est la sociologue Barbara Kirschenblatt-Limblet qui disait que passer d'une musique de tradition à une musique d'héritage n'était pas sans danger. Et elle disait, je la cite, « J'utilise l'expression musique d'héritage afin d'établir une distinction entre une musique faisant partie intégrante d'un mode de vie et une musique qui a été choisie pour être préservée, protégée, vénérée et redécouverte. En un mot, un héritage musical. » Et là, on est dans ce courant. On est porteur d'un héritage. On ne vit plus dedans. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand on est un jeune musicien de cet héritage ? Comment on se l'approprie ? Comment on le décline ? C'est une vraie question. Parce que se limiter à reproduire la musique du passé en se basant sur les enregistrements, c'est ce que font certains anciens. C'est faire preuve de fidélité, certes, mais c'est risquer de figer une musique qui ne vit que dans l'instant et qui a toujours évolué, j'insiste là-dessus. Et comme je l'ai dit, évolué parce que c'était une musique qui était une musique de divertissement, donc qui évoluait au travers les goûts changeants du public. Et aujourd'hui, donc les musiciens klezmer aussi, comme ça, entre respect, tradition et modernité. Les uns, comme par exemple Joel Robin ou Andy Statman ou Herb Budowitz, font œuvre de fidélité en reproduisant ces sons et ces arrangements du passé. Il y a par exemple un groupe aussi qui s'appelle Glick, qui a reconstitué de façon très belle les mélodies d'après les collectes de Berezovsky. Et puis d'autres, tels par exemple les frères Epstein ou le Klezmer Conservatory Band, ont conservé au klezmer sa fonction paraliturgique en jouant principalement pour les mariages et les fêtes juives. Et puis les derniers, de loin les plus nombreux, marient leur musique, l'un la musique contemporaine, l'autre au jazz, John Zorn par exemple, David Krakauer, ou au rock, les klezmatiques, et puis encore aux musiques du monde, musique indienne, musique arabe, musique celtique, musique turque. Mais après tout, le klezmer n'est-il pas une musique de mariage ? Je vous remercie. Et maintenant, je voudrais bien que Denis, à qui j'ai volé la parole pendant tout ce temps, me repousse du micro et nous fasse part un peu de... peut-être si tu veux répondre à des questions... Ah oui, on peut effectivement aussi lancer le débat comme ça. Donc s'il y a des questions dans la salle... Oui. Qu'est-ce qui fait que maintenant, en France, mais même ailleurs, on voit de plus en plus des orchestres klezmer qui sont constitués par des non-juifs. Et qu'est-ce que vous pensez de la qualité de leur musique klezmer ? Je constate que dans la plupart de ces orchestres, il n'y a pas de chanteur, parce que le yiddish est une langue difficile à chanter même par des juifs et à connaître. Mais par exemple, je crois que dans le groupe Glick, il y a un chanteur. Oui. Et il y a eu des orchestres, même en Allemagne, aux Pays-Bas, où des gens qui n'étaient pas juifs chantaient dans des orchestres klezmer. Qui répond ? Toi ou moi ? Non, mais c'est... Déjà, je voudrais te remercier par la qualité, Hervé, mais c'est vrai que cette question, elle est... là, pour le coup, il n'y a pas une réponse. Et là, j'ai envie de vous la renvoyer à chacun. C'est-à-dire que
ce qui se passe sur l'explosion en Europe, en particulier en France, sur cet amour du klezmer. Régine Robin, elle avait parlé de l'amour du yiddish, c'est ça, mais ça on comprend l'amour du yiddish quand c'est Régine Robin, quand c'est vous. Mais l'amour du klezmer en Bretagne ou à Saint-Étienne pour Glick, c'est quelque chose d'extrêmement étrange qui me rapproche de cette idée permanente dans l'histoire de l'humanité que la musique est quelque chose qui échappe à la raison, et quelque chose qui est au cœur de l'émotion, des émotions. Et c'est pour ça que tous les pouvoirs, qu'ils soient religieux ou politiques, se sont toujours méfiés de la musique. Puisque là, on a un peu été vite, Hervé a été vite sur cette réapparition de la musique dans la culture juive, mais elle est venue après l'acceptation par les catholiques romains de la musique, mais qui avaient mis eux-mêmes beaucoup de temps, et qui ont compris au moment où on est passé du grégorien au Moyen-Âge que des compositeurs pouvaient se saisir de la musique pour faire entrer à l'église, au temple avec les réformés, des foules entières. Ils ont accepté d'accompagner la musique. Mais la musique, ça fait peur au pouvoir. Toutes les musiques, qu'elles soient écrites, qu'elles soient populaires, qu'elles soient métissées, qu'elles soient d'héritage, qu'elles soient traditionnelles. La musique, ça fait danser les hommes et les femmes en même temps. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'histoire des religions à une époque. La musique, voilà, c'est hors des livres, c'est hors du raisonnement. Donc, il y a quelque chose dans l'amour du klezmer, dans cette explosion du klezmer par des gens qui ne connaissent rien à la culture juive, qu'elle soit orientale ou d'Europe, qui ne connaissent rien au yiddish, mais ils sont touchés, ils sont bouleversés, avec des enregistrements qui ont traîné par le revival, la revitalisation américaine. Quelque chose de fort. C'est quelque chose, mais qui doit aussi nous réinterroger sur le rapport, encore une fois, des religieux avec les musiques de leur temps. Bon. Donc voilà, on assiste à quelque chose d'incroyable. On n'imaginerait pas qu'en Bretagne, ou à Rennes, qui fait partie de la Bretagne, des jeunes étudiants se mettent à s'inscrire à 100 pour des stages de yiddish. Par contre, là, il y a un festival ce week-end de 4 jours de jeunes musiciens, avec y compris des conférences sur le klezmer. Mais c'est partout en France et c'est partout en Europe. Le premier pays qui a explosé là-dessus, on peut le comprendre, chacun le comprendra à sa façon, c'est l'Allemagne. Donc là aussi, c'est en Allemagne où il y a beaucoup de chanteurs allemands qui chantent en yiddish, et parfois pas bien du tout. Mais par contre, c'est une musique... et c'est une musique... Oui. Mais sur les musiciens et les chanteurs allemands, ça vaut son pesant de germanitude. Mais il n'empêche que sur la musique, c'est très bon. Le pays où triomphe le plus Giora Feldman, le merveilleux clarinettiste, où il fait plus de 100 concerts par an, très très bien payé, c'est en Allemagne. Dans un premier temps, on a pu dire que c'était la culpabilité quand Giora, dans les années 70. Mais maintenant, c'est quand il y a 5000 personnes, c'est un showman en plus, mais qui danse, qui tape dans les mains sur une forme qui n'est pas spectaculaire. C'est pas un grand orchestre, il n'y a pas de batterie, c'est le trio, hein, clarinette, contrebasse, guitare. Voilà, donc chaque jour naît des groupes klezmer. Donc on peut que s'en réjouir. On peut que s'interroger sur les nouvelles fonctions sociales de la musique. Donc Hervé a employé ce terme, qui est un terme de musicologie et de sociologie, d'anthropologie, qu'on emploie régulièrement, qui est la décontextualisation. Donc la décontextualisation, c'est une musique qui avait une fonction sociale et qui se retrouve, par exemple, une musique de concert. Mais nous avons ça avec toutes les musiques du monde actuellement. C'est-à-dire quand il y a un village africain ou un taraf tzigane qui vient jouer dans les plus grandes salles à Paris ou à New York, à Chicago, c'est la décontextualisation. Il y a une décontextualisation récente que vous avez connue, qui était l'invention du rock'n'roll dans les années 50, qui était en fait, on partait du gospel, qui était musique d'église, et qui s'est décontextualisée par le rhythm and blues et qui est devenue musique de concert ou de boîte de nuit. Mais si on parle de décontextualisation, on va parler de recontextualisation. C'est-à-dire que là, on revient... Le nouveau contexte, c'est la salle de spectacle, c'est la salle de danse. Donc, évidemment, beaucoup de musique traditionnelle actuellement, de musique populaire, de musique d'un peuple, d'une langue,
sont totalement décontextualisés quand on les accueille en Occident, ou a fortiori quand on les pratique en Occident. Mais voilà, dans son temps, le nouveau collègue d'Hervé, qui l'aura formé, parlera de la décontextualisation quand on enlèvera la musique klezmer des concerts, des salles de concert, et qu'on la remettra je ne sais pas où. Tout à fait. Voilà. Donc, l'explosion que je suis bien, c'est en France. C'est tout à fait surprenant. Il y a aussi une chose, elle a atterri dans les conservatoires. C'est-à-dire que il y a de plus en plus d'ateliers dans les conservatoires de musique classique, d'ateliers de musique klezmer. Il y a des associations, ce que disait Hervé, hein, mais il n'y a pas maintenant, c'est pas que Bréau ou les stages annuels à la maison de la culture yiddish. C'est-à-dire qu'en Île-de-France, il y a une présence, y compris donc en pratique amateur, et c'est vrai que c'est des gens qui ne sont pas juifs et qui, en plus, font pas forcément le boulot d'essayer de comprendre d'où ça vient. Donc c'est un amour en direct. Alors est-ce que les religieux, les gens de la communauté, qu'est-ce qu'ils en pensent? Mais j'ai l'impression que chacun doit penser ce qui en fonction de ses valeurs, de ses croyances, de comment il se situe dans la communauté, comment il croit, parce que c'est quand même... Là, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas une réflexion unique là-dessus. C'est-à-dire que c'est du délire. Et devant c'est le délire, mais voilà, c'est le délire de la musique, de l'improvisation. Moi, je suis touché. C'est quelque chose... Je suis touché, mais je l'ai rêvé, je l'ai voulu. Après, je suis jaloux que le yiddish n'ait pas ce même amour par les non-juifs. Il y a quelque chose de trop facile dans la musique. Il y a une explication quand même. Je pense, juste rebondir sur ce que tu dis, il y a quand même aussi une explication, c'est que le yiddish, il y a la barrière de la langue. Chose qu'il n'y a pas dans la musique instrumentale, dans la musique klezmer. C'est en cela qu'elle est beaucoup plus appréhensible par tout le monde. Je veux dire, un musicien, il trouve très vite ses points de repère dans cette musique-là. Oui, mais comme toi et moi, nous pensons qu'il n'y a pas une musique juive, mais il y a des musiques juives, et que et que le klezmer fait partie de ces musiques juives. On est quand même extrêmement perturbé, donc même au-delà de la question de l'absence de paroles. On est quand même très perturbé que cette musique touche autant de gens venant d'univers extrêmement différents. Bien sûr, je comprends bien qu'il n'y a pas la barrière de la langue, mais il y a quelque chose, surtout dans un peuple qui n'a jamais été prosélyte, ben là, il y a un prosélytisme invraisemblable qui s'opère par le klezmer. Alors voilà, on pourrait se dire que comme les klezmer, c'était des mauvais garçons, c'était des mendiants, des mauvais musiciens, des voleurs. Ils sont bien punis. Le Dubouk est dans tous les groupes de Saint-Étienne à Rennes. Mais je ne crois pas. Donc moi, ça me touche, mais c'est sûr que ce n'est pas mon rapport au klezmer et au yiddish. Ouais, moi, j'ai quand même envie de vous donner, parce que vous n'étiez pas là dimanche, 2 témoignages. Ce qu'on a eu à l'inauguration ici, c'était 3 gosses de 10-11 ans qui ont joué du klezmer, dont... voilà, absolument. Entre l'une des gosses a un des aïeux ashkénazes et les 2 autres sont pas juifs. Et pourtant, ils ont vibré à cette musique. Maintenant, pour répondre quand même, pour vous rassurer, on a eu l'après-midi même l'exemple des fameux Japonais qui... oui, sur le yiddish, justement. C'est le contre-exemple de ce que vous expliquiez, c'est-à-dire il y a au bout du monde, dans un pays où il y a finalement très peu de juifs, des gens qui s'amusent à sortir un dictionnaire de 28 000 mots yiddish japonais. Oui, non, je l'ai vu. Oui. Pour les 2 cours qu'il y a à l'UNI, 2 petits cours de yiddish à Tokyo. Voilà. C'est extraordinaire. Ouais, ça, les Japonais, c'est impressionnant. Oui, j'avais vu ça. J'espère que vous l'avez filmé. J'avais dit à Claude Ampel d'être filmé parce que c'est un moment gigantesque. Mais... Donc moi, je voudrais quand même juste dire quelque chose de personnel dans mon rapport à ce répertoire. C'est que mon entrée en klezmer, donc au début des années 80, fin des années 70, elle a été délibérément pour dire la perte définitive de tout ce répertoire qui, n'ayant pas eu le temps d'être réellement enregistré, transcrit, et quand il avait été transcrit, beaucoup de choses avaient été détruites parce que ce que dit Hervé sur Beregovsky, on a retrouvé 1200 cylindres, mais c'est strictement rien par rapport à tout ce qu'il avait collecté en chansons, en nigounim, en musique instrumentale. Donc moi, je suis rentré dans le klezmer, je continue dedans
pour dire cette perte définitive, pour dire cette émotion, mais l'émotion de la perte. Voilà. Donc je me définis dans le rapport au yiddish, aux poètes assassinés et aux musiciens assassinés, et un répertoire qui commençait à arriver à maturité, comme le yiddish, c'est-à-dire fin 19e siècle, début 20e, ou commençait, comme l'a dit Hervé, à intéresser des musicologues qui transcrivaient, qui étudiaient, et qui a totalement été détruit. Alors oui, quand Hervé dit, je ne sais plus le nombre de disques enregistrés jusqu'en 1942, mais ce n'était pas des 33 tours, c'était un titre ou 2 titres par disque. Donc le chiffre que tu as donné, qu'il y avait 700 disques klezmer sur les 50 000 disques de musique juive, mais c'est strictement rien, 700 disques. C'est 700 morceaux. Mais il a existé des milliers de morceaux. Donc moi, je suis touché, et j'accompagne beaucoup de jeunes qui se lancent dans le klezmer et qui ne sont pas de cette culture. Je suis hyper ému. Voilà. D'autres questions? Je voudrais savoir si en Pologne, la musique klezmer continue à se développer maintenant qu'il n'y a plus de juifs pratiquement. Ouais, ça se développe de plus en plus. Je sais qu'il y a un festival à Cracovie. Non, là c'était vraiment avec des artistes du monde entier invités, mais par contre il y a de plus en plus d'orchestres, d'ensembles instrumentaux polonais, alors avec la dette, avec la culpabilité, mais aussi avec un côté très classique, c'est-à-dire qu'à part quelques groupes de très bon niveau, les Polonais non juifs jouent bien, mais vraiment avec partition, avec le côté conservatoire classique de Cracovie ou de Varsovie. Et en fait, ça, voilà. Alors là, c'est une autre décontextualisation. C'est carrément de rendre classique une musique qui était quand même à la fois une musique de fête, mais une musique d'improvisation et un peu, comme disait Hervé, un peu hétérophonique, mais c'est un peu chacun montre qu'il est le meilleur et qui connaît mieux la prière, qui va plus vite, et l'ornementation. Il y a une autre chose que je voudrais signaler aussi dans cette perte, c'est que mes amis européens ou français qui travaillent sur les musiques tziganes, où il y a eu aussi beaucoup de pertes, mais il y a eu, je ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas eu de rupture de génération, donc comme toute transmission de tzigane, comme c'était chez les klezmerim, père forme le fils, il y a l'oncle, enfin c'est aussi des ensembles familiaux. Mais chez les tziganes, on arrive rencontrer à Paris un Macédonien qui va nous montrer l'ornementation, puisque dans ces musiques simples, tout se joue dans l'émotion et l'ornementation, la façon de tourner autour de la mélodie, de varier. Toutes les musiques populaires où le chant, c'est vraiment improvisation, variation, ornementation. Mais le macédonien va nous montrer que c'est différent du serbe, qui va nous montrer que c'est différent du hongrois. Et ça aussi, dans la perte définitive, on sait bien que le klezmer n'était absolument pas joué pareil en Roumanie, en Pologne, en Biélorussie, on le sait, mais on ne l'a pas entendu. Et c'est une perte définitive, ça aussi. Et je vois bien la différence avec nos frères tziganes, ce que je viens de dire, mais je tiens vraiment à ce que vous preniez conscience. C'est-à-dire que là, il y a... tous les jours, on peut rencontrer un musicien qui va nous montrer, et ce qu'il dit, ça fait 50 ans que ça dure. Enfin, c'est de génération en génération. Nous, on a perdu cette transmission de génération en génération. Et donc moi je pense qu'il faut être dans l'imaginaire, il faut être effectivement tradition, héritage et donc création, puisque dans toute musique de tradition il y a la création, c'est ça qui l'a fait vivre. Donc il ne faut pas se priver de toute création possible, et en essayant d'être quand même dans l'étude, de comprendre comment ces musiciens, de voir ces films et de voir le contexte quand même qui a permis à ces mélodies d'être incroyablement belles, parce que si c'est joué partout et par toutes sortes de musiciens, amateurs ou professionnels, c'est parce que ces mélodies sont à pleurer de beauté, comme une mélodie de Bach. C'est la mélodie, parce que, évidemment, la mélodie qui est articulée sur des modes, sur des échelles, mais il y a quelque chose d'une émotion invraisemblable. Et si c'est repris, cette musique, encore une fois, c'est parce qu'elle est débordante, elle est au plus profond, elle touche profond. Et donc, les enfants, ils savent être touchés profond, c'est pour ça qu'il y avait ces enfants de 10 ans. Et puis, il y a des tas d'adultes, de jeunes, qui sont touchés profond par cette musique. Voilà. Moi, je voudrais juste quand même réintroduire une petite note d'espoir, parce que Denis parle de perte, mais c'est vrai, il y a eu perte. Mais aujourd'hui, moi, je trouve ça magnifique qu'il y ait tant de groupes qui jouent de la musique klezmer, parce que c'est une façon de faire revivre tous ceux qui sont partis.
Et, tu crois que j'ai dit le contraire? Oui, oui, non, tout à fait. Mais en fait, non, je vais dire très concrètement, qu'il soit juif ou non juif, on s'en fiche complètement. D'abord, il y a eu... j'ai parlé de recherche de racines. Il ne faut pas oublier que c'est né en 70 par des juifs qui avaient perdu une certaine forme d'identité, notamment religieuse, culturelle. Et là, c'est une réappropriation culturelle. Et pour beaucoup, on est dans ce phénomène de réappropriation culturelle. Il y a beaucoup, certes, il y a beaucoup de musiciens non juifs, mais il y a aussi beaucoup de musiciens qui sont à moitié au quart ou qui ont des origines juives et qui, à travers cette musique, retrouvent, sans la barrière de la langue, sans la barrière de la connaissance religieuse, retrouvent une partie de ce qui les fait vibrer parce que les grands-parents, les arrière-grands-parents ont dansé sur ces musiques-là. Donc c'est important. Oui, justement, je veux bien répondre à ça, parce que qu'on soit juif ou pas juif pour jouer de la musique klezmer, ça n'a en effet pas d'importance. Mais ce qu'il ne faut pas, à mon avis, c'est quand même quand on joue une musique, savoir juste d'où elle vient. Et qu'on n'assiste pas à certaines dérives. Ça a été mon cas, je ne citerai pas le groupe, on en a parlé depuis et tout. J'en ai parlé avec eux, où pour eux, la musique klezmer, c'était un tempo qui les enthousiasmait. Et sur scène, ils disaient « Oh, mais on ne sait pas ce que c'est le monde klezmer, on ne sait pas d'où ça vient », etc. Ce qui était vraiment quand même très dommage. Mais c'est vrai que dans ce genre de phénomène, il peut y avoir des dérives. Heureusement, il y a plus de choses positives que des dérives. Je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que quand on voit ces extraits de films, on a bien compris que la musique klezmer, c'était une musique qui accompagnait les grands moments religieux de la vie juive, donc religieux, et donc ponctuels, les mariages, etc., les fiançailles, les fêtes, etc., et les anniversaires. Et on sait très bien que, par exemple, au début du XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs, la partie des Juifs qui commençait à se laïciser, entre guillemets, on chantait en yiddish, par exemple dans les faubourgs de Varsovie, dans des cabarets, mais c'était des tangos ou c'était, je sais pas, des valses, c'était des chansons dites modernes, entre guillemets. Les klezmorim n'avaient aucun rapport avec eux et réciproquement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure actuelle, moi, de ce que j'ai entendu, c'est que dans les communautés juives orthodoxes qui se réclament d'Europe de l'Est, que ce soit en France, en Europe, dans le monde, eh bien, ce n'est plus de la musique klezmer au sens propre qui est joué. Et là, il y a vraiment une rupture, en effet, avec le passé. Ils jouent de la musique chassidique, mais c'est pas la musique klezmer traditionnelle. Il n'y a pas eu non plus de continuité dans ces milieux-là. J'étais à Brooklyn cet été, et dans le quartier orthodoxe, et j'ai un peu écumé les magasins de disques, et tout ce que j'ai entendu, c'était tout sauf de la musique klezmer, au sens où vous nous l'avez présenté ce soir. Donc il y a vraiment une rupture. Attends, on va passer le micro. Muriel. Oui. Encore 2-3 questions et c'est fini. Je crois que on peut, quand on s'intéresse à la musique klezmer, ce qui est un peu mon cas, il y a de bonnes musiques klezmer, mais il y a de meilleures musiques klezmer aussi. Enfin, moi, je connais des groupes. Enfin, bon, je pense à un groupe qui me préoccupe, qui me passionne. La représentation klezmer en disque, c'est très bien, mais c'est une musique en direct. C'est un groupe qui marche bien. C'est une célébration et c'est une véritable communion avec la salle, avec l'auditoire. Je pense aux klezmatiques. Dans certains de leurs morceaux, il y a un engouement, il y a une ferveur, et puis il y a des chansons, effectivement, qui sont, j'allais dire, klezmorisées, excusez-moi le néologisme. Il y a une chanson qui s'appelle « Alle Brüder, nous sommes tous des frères ». C'est une chanson, yiddish, avec des mots extrêmement simples, qui était chantée dans les célébrations du Bund, parce qu'on est tous des frères, on est tous des sœurs. Mais il faut entendre les klezmatiques, comment, crescendo, ils rendent non seulement les paroles, avec Lord Schlamberg, qui a une voix merveilleuse, avec Frank London, qui est un trompettiste de très grand talent, avec toute une section rythmique, etc. Comment la salle est prise aux tripes, parce qu'on est pris aux tripes lorsqu'on entend cette musique, et on a envie de chanter avec l'orchestre, enfin il me semble, hein, jusqu'à aller aux larmes. Alors, il y a un acteur, vous savez, là,
Il y a un disque, c'est The Best of the First 20 Years, puisque tout à l'heure j'ai fait une petite conférence sur les disques. C'est Robin Williams. Alors il a dit en anglais, c'est un peu trivial, il a dit « If you can hear this music and not see God », moi je suis pas religieux, mais c'est pas grave, « You are fucking blind », a-t-il dit. Hein. Mais il a tout à fait raison. Je crois que ça traduit bien ce que c'est que les klezmatiques, par exemple. Voilà. Oui, je voudrais revenir à quelque chose d'un peu technique. Moi, je m'intéresse surtout au chant et à la musique aussi, de toute façon. Mais je me demandais si on avait une idée de pourquoi est-ce qu'il y a des Kreertsen dans le chant et dans certains instruments, dans certaines ornementations. Est-ce que d'où vient ce soupir? Ça, c'était ma première question. Parce que ça peut aussi devenir aujourd'hui presque un symbole identitaire dans un chant. Et donc condenser presque le caractère klezmer du morceau. Ça, c'était une première question peut-être un peu plus historique. Et la deuxième, c'était peut-être plus sous forme d'interrogation. Moi, j'avais l'impression que dans d'autres pays d'Europe, voire aux États-Unis, justement, on était peut-être moins dans une musique de vénération qu'une musique de création où on ose mélanger les styles. Et je me demandais si ça avait à voir avec l'histoire, la façon de vivre la judéité en France aujourd'hui avec la culpabilité. Enfin, voilà, cette question-là. Alors, je vais tâcher de répondre rapidement. Le Kreert, c'est ce soupir, comme je l'ai dit, on le trouve dans la musique cantoriale. Donc, c'est pas quelque chose typique de la musique klezmer. Au contraire, c'est vraiment un point commun entre les deux. Dans la musique liturgique, il y est partout. Et je pense que c'est profondément lié à la façon de chanter. C'est l'âme slave. Je veux dire, faut pas, cette musique, cette razanout, cet art cantorial d'Europe de l'Est diffère totalement de celle d'Europe de l'Ouest. Enfin, je veux dire, on a d'un côté des Slaves qui nous font pleurer, et de l'autre côté, je dirais, on a les Yékés qui sont docteurs Freud comme ça. Hein. Et donc, entre les deux, voilà, il y a une rupture, il y a un fossé. C'est vrai que c'est très fortement marqué. Et cette âme slave qui est partagée par tous les Slaves, juifs et non-juifs, on le retrouve dans la liturgie juive d'Europe de l'Est. Et donc, on le retrouve dans la musique klezmer. Et vous avez raison de dire que c'est devenu presque un symbole, parce que ça pose une autre question, mais je vais pas on pourrait rebondir à l'infini. Mais ça rejoint un peu votre deuxième question. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui? C'est-à-dire que le klezmer part un peu comme une météorite dans tous les sens, avec des courants de partout. Et qu'est-ce qui reste aujourd'hui qui fait qu'une musique reste klezmer, en fin de compte? C'est-à-dire que d'un point de vue... Vous savez, les gens identifient une musique en fonction de critères qui leur sont parfois... c'est cognitif, quoi, ils ne savent même pas pourquoi. Et moi, ça me pose toujours la question, c'est jusqu'à quel point une musique peut être reconnue et considérée comme klezmer par l'auditoire. C'est-à-dire à quel point, quelle est en fait la rupture, quel est l'élément discriminant qui va faire qu'à un certain moment, les gens ne vont plus se reconnaître dans cette musique. Ça, c'est une vraie question. Alors, quand il y a ce Kreert, c'est d'autres... Alors, ça redonne un petit côté, on est bien dans le style klezmer, on est là, donc, vous voyez, on est en famille. Mais ça permet aussi de faire passer des tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec le klezmer d'origine. Et c'est vrai, vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, il y a une créativité de la part de musiciens, et je trouve personnellement ça très bien. Comme je le dis, ça a toujours évolué. Oui, respect du passé peut-être, mais il faut en même temps savoir ne pas figer une musique, parce que sinon c'est la tuer. Je veux dire, les musiques qu'on a figées, on les a folklorisées, on les a enfermées dans des musées, elles ont arrêté de vivre. La musique, par essence, elle vit, et donc elle vit, elle meurt, elle renaît, elle se transforme. Voilà. Donc ça, c'est important que ça continue.